Bonjour, dans cette vidéo, je discute avec Serge Piguet de Studio Banana et on aborde le thème des erreurs. Alors surtout ses propres erreurs, mais aussi un peu celles des autres. Et pour moi, s'il y a un indicateur du potentiel d'innovation d'une organisation, c'est bien ça. Comment sont perçues les erreurs? Je vous présente Serge Piguet dans cette vidéo ici et aussi dans les notes ici en dessous. Et ça veut dire aussi qu'on se trompe souvent. Moi, je sais que je me trompe très souvent, en fait. J'interprète des situations et puis je suis moi-même pas très aligné et donc du coup, mon interprétation porte à une conclusion qui n'est pas la bonne et donc je mets en place une stratégie qui n'est pas adaptée et donc voilà. Et... D'accord. Et puis, quand tu réalises que tu t'es trompé et que voilà, c'était pas comme ça qu'il fallait faire, que t'as pas été justement, t'as pas eu l'équilibre exact. Comment est-ce que tu le partages avec tes collaborateurs? Est-ce que c'est quelque chose que tu partages ou est-ce que toi-même tu en tires la leçon et puis tu essaies de faire mieux la prochaine fois, ou est-ce que ça se discute dans un grand groupe? Alors, je pense que la première phase, c'est d'accepter de s'être trompé pour soi, en fait. Sur ça, c'est la première étape, je trouve, qui est pas évidente. Très souvent, je dirais que ça vient dans une discussion, en fait, où tout d'un coup, il y a des mots, il y a des phrases, il y a des tout d'un coup, quelqu'un dit quelque chose et où ça nous fait prendre conscience parce que c'était un effet indirect ou ou vraiment un collaborateur nous dit non mais là en fait, on s'est planté quoi. Mm-hmm. Donc, mais il faut d'abord le tolérer. En fait, il faut déjà l'accepter. En fait, je pense que c'est le plus difficile. Oui. Et, et là, je pense, je suis pas un exemple tout le temps. Il y a plein de fois où je préférais finalement balayer du revers de la main en fait un élément puis dire non c'est pas le cas alors que en fait finalement au fond de moi je sais que la personne a raison. Mm-hmm. Et là je peux pas du tout prêcher quoi que ce soit que de dire bah oui des fois en fait notre premier réflexe dans les 5 ou 10 premières minutes, c'est juste de balayer de la main et de dire, en fait, non, en fait, c'est pas vrai. Ouais. Mais c'est difficile si on veut maintenir un niveau de confiance et qu'on veut. Moi, ce que je cherche le plus, autant avec mes collaborateurs qu'avec mes partenaires, qu'avec finalement mes clients, c'est le fait de pouvoir être vulnérable et de savoir que cette vulnérabilité, elle est acceptée. Parce que si on a cette forme de vulnérabilité et on peut accepter le fait qu'on s'est trompé, ça veut dire aussi qu'on peut s'améliorer. Si on Mm-hmm. refuse finalement qu'on s'est trompé, on rentre dans un cycle qui est par définition pas très sain en fait. Ça peut paraître excessivement bizarre, mais moi, personnellement, les expériences de clients que j'ai qui sont les plus fortes sont les clients avec lesquels on a pu mettre en place un mandat. Mm-hmm. Il y a eu des incompréhensions d'une part et de l'autre. Oui. Il y a eu des frictions, ça s'est tendu. On a eu une discussion, on a pu ramener tout ça en bas et on a décidé ensemble de continuer parce qu'on a pris cette expérience négative comme un apprentissage et on a décidé de construire dessus. Les clients avec qui ça peut se passer, où on peut se tromper, et eux et nous, et qu'on peut avoir dans une. Alors, c'est jamais au début la bienveillance. Au début d'un conflit, il y a rarement la bienveillance. Au début du conflit, on protège ses arrières et on veut se baquer. Puis à partir du moment où on essaie de créer cette bienveillance pour discuter ensemble. Mais une fois qu'on a pu mettre en place cette bienveillance et qu'on a pu partager ensemble et trouver une solution commune et qu'on décide de continuer, c'est ici au fait que la relation très souvent elle devient forte et pérenne en fait. Donc, pour revenir un peu à ta question. C'est pas toujours évident, c'est des fois même humiliant, mais je pense que c'est nécessaire de pouvoir reconnaître l'erreur et puis de pouvoir retourner autour de ses managers, de se dire à ses managers, ben là, je me suis planté, de dire aussi à ses équipes, et puis de pouvoir dire, ben, moi, il n'y a pas juste la question de dire je me suis trompé, il y a la question aussi de savoir d'oser demander pardon, de dire écoutez, ben, je vous prie de m'excuser, voilà. Pour moi, c'est un verbe qui a beaucoup d'importance et qui doit être un moment verbalisé. Plusieurs raisons. La première, c'est que j'estime pas que je suis engagé pour avoir raison, en fait.
Je suis pas engagé, je suis pas directeur d'une entreprise pour avoir toujours raison ou pour tout savoir. On m'engage parce qu'on pense que ma manière de réfléchir dans des situations compliquées, difficiles, challengeantes, qui au quotidien peuvent évoluer, permettra à l'entreprise de toujours trouver une bonne direction pour continuer à grandir. Donc, ça veut dire que c'est rempli de phases d'erreur, c'est rempli de phases d'apprentissage et c'est rempli de capacités à pouvoir s'améliorer et aller plus loin. Donc, demander pardon, pour moi, ne contredit absolument pas la position de leadership que j'ai. Elle clarifie simplement aussi mes rôles et mes responsabilités. Mon rôle et ma responsabilité, c'est pas d'avoir raison, c'est de pouvoir diriger l'entreprise dans une bonne direction et de savoir prendre des décisions. Donc, c'est la première raison pour ça. Le deuxième, c'est aussi de pouvoir montrer qu'on est vulnérable et de montrer, en fin de compte, demander pardon, c'est accorder à celui qui doit donner le pardon ou à celui qui a reçu le sentiment de tort un retour possible, en fait. Si moi j'amène mon équipe dans une mauvaise décision parce que j'ai pris une décision très brute et très posée, puis que je réalise que j'ai vraiment géopardisé une partie d'un projet ou que j'ai réellement mis au péril une partie d'un développement, et que ça génère une injustice très forte chez les collaborateurs. Oui. Et donc, si je veux pas que cette injustice se développe dans des manques de communication, dans une forme d'amertume, dans un sorte de sabotage inconscient, dans d'autres choses, le fait que je pourrais pas contrôler ou qui, par définition aussi, seraient négatives sur le long terme, j'ai meilleur temps à un moment de revenir vers mes collaborateurs puis leur dire, bah là, je me suis trompé et là, je me remets entre vos mains, je me remets à votre bon jugement à vous, en tant que collaborateur, pour finalement accorder ou non ce que je vous demande, en fait. Mais je rééquilibre, j'ai un sentiment sous une certaine forme de rééquilibrer la forme d'injustice qui a été commise. Et puis, ça n'empêche pas, ça je l'ai déjà dit à des fois à des collaborateurs, c'est de dire, c'est pas parce que je me suis trompé maintenant que je vais pas me tromper la prochaine fois, mais ça ne veut pas non plus dire que je vais tout le temps faire des décisions démocratiques non plus. Parce que c'est un peu la question, hein. On se dit, mais en fait, il s'est trompé une première fois, il a demandé pardon, il a dit, il s'est excusé devant tout le monde dans un town hall. Il a expliqué à tous ses collaborateurs qu'il s'est planté. Ok, donc à partir de maintenant, en fait, c'est plus lui qui prend les décisions. Puis je dis, attends, non, je me suis trompé, mais je suis pas en train de dire que je lâche ma responsabilité. Donc oui, effectivement, il y a cette forme de communication et d'ouverture. Puis c'est vraiment très agréable. 2 questions peut-être par rapport à ce que tu viens de dire. Tu parlais de ces clients avec lesquels une situation qui a dégénéré, en fait, s'est transformée à un moment en vraiment une belle collaboration, un beau résultat. Et puis, tu as mentionné la vulnérabilité. Comme, est-ce que tu penses que c'est ça, le fait d'accepter de se mettre dans une position de vulnérabilité qui a changé les choses? Bon, ça marche pas avec tout le monde, hein. Pour pouvoir finalement recréer la confiance et continuer un projet dans une phase après une phase de crise comme ça, nécessite des deux parties de pouvoir reconnaître leur tort et de pouvoir finalement le verbaliser à l'autre. Je pense que ça, c'est un élément qui est très important. Donc, ça marche pas tout le temps, en fait, hein. Et des fois, on se retrouve et on dit à notre client, voilà, là, on s'est trompé, on est désolé. Puis le client, il tape sur le clou avec le marteau de manière brutale en disant, je vous avais bien dit, vous êtes incompétent. Voilà. Ouais. C'est pas la réponse la plus spontanée qu'on pourrait imaginer dans une discussion où on veut recréer un lien. Quand quelqu'un vient nous dire, écoute, là, je me suis planté, on n'attend pas que l'autre nous en rabâche encore une couche. On attendrait plutôt une discussion de dire, écoute, merci beaucoup de l'honnêteté que tu l'as fait, mais je reconnais aussi que ça a nourri à cause de cette attitude-là, j'ai fait ça. Mais admettons que maintenant, on peut avoir cette discussion-là. Pour moi, la vulnérabilité, c'est pas quelque chose c'est pas quelque chose où moi, je me suis pas dit consciemment, ok, je vais être vulnérable. C'est contre-intuitif de dire je vais être vulnérable. Donc, par définition, pour moi, c'est pas une question de venir et de dire je veux être vulnérable, c'est plutôt une attitude pour dire dans mon job de design thinker, dans mon cœur métier, en fait, de réfléchir à des problématiques et à émettre des hypothèses et à les tester, ici, je me suis trompé sur mon hypothèse et à ma problématique. Et donc, je remets en question le processus que j'ai mis en place et de toute évidence, il a amené un mauvais résultat. Donc,
pour moi, la vulnérabilité, c'est beaucoup plus complexe que juste une décision personnelle, en fait. C'est plus un mindset, c'est plus une question de dire, OK, je sais que je risque de me planter à un moment ou à un autre, en fait. Le risque est très élevé. Et je l'accepte, ce risque-là, en fait. Ouais. Je sais pas si ça répond à la question, hein, mais Oui, puis je trouve ça rejoint aussi ce que je notais justement dans ce que je ressentais que les approches agiles, les modèles participatifs et puis certaines méthodes ou les mindsets d'innovation, en fait, ouais. ça aide beaucoup notamment à dire, ben oui, je me suis planté là, Ouais. comme un Ouais. prototype, quoi. C'est Oui. l'esprit prototype et ça marche pas. Bon, ben, Ouais. au moins, on sait que ça marche pas. Et puis, Oui. on peut faire autre Ouais. chose. Mais c'est super important dans ces modes-là de bien comprendre que, et ça, moi, je me mets beaucoup de pression par rapport à ça. On peut tolérer l'échec. On ne tolère jamais l'incompétence. Oui. Le risque, c'est que on se dit, ah, mais on est dans un processus où on teste, et donc, du coup, on essaie de squeezer et de réduire et de faire des raccourcis, de faire des petites solutions comme ça, cousues de fil blanc, tac, 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 on fait ça rapidement comme ça. Ça ne fonctionne pas, en fait. Oui. Pour moi, dans l'innovation, on a le droit à l'échec, on n'a pas le droit à l'incompétence. Et, et l'incompétence aujourd'hui, je pense que des fois on se retrouve où on joue plutôt sur dissimuler certaines formes d'incompétence, ou quoi. Je pense que des fois on confond un peu les choses. On tolère certains éléments qui ne sont pas cohérents. Et la version la plus pure du business, à mes yeux, c'est pas d'être le meilleur ou de pouvoir être juste constamment. C'est de toujours garder à l'esprit qu'on a un objectif avec notre entreprise et notre organisation et que cet objectif doit réussir. Et que pour réussir et pour atteindre cet objectif, notre échec est nécessaire, individuel. Et ça, moi en tout cas, je réalise que pour moi, c'est très fort parce que je ne crois pas que la réussite de l'individu permettra que c'est pas l'élément sine qua non pour faire réussir l'organisation. Par contre, si l'organisation réussit, il y a forte chance qu'il y ait une part d'échec ou finalement de prototype échoué chez l'individu, mais que l'inclusion en fait de la réussite de l'individu est plus facile avec la réussite de l'organisation. Par contre, si l'individu réussit, c'est très difficile de faire une inclusion de l'organisation avec. Je sais pas si tu vois le mécanisme un peu. Je crois que je me suis un petit peu perdu, mais si l'individu réussit, oui. c'est très difficile de défendre que l'organisation réussit aussi. Si l'organisation réussit, en tant que dirigeant, c'est beaucoup plus facile de prendre les individus avec. Oui, ouais, d'accord. On peut prendre des exemples. Pour moi, si on prend Apple, par exemple, les gens qui ont travaillé chez Apple, les 20 premiers employés, au fond, pour certains d'entre eux, on n'en a jamais entendu parler. Et pourtant, c'est des superstars. Pas parce que c'est des superstars en tant qu'individus, mais parce qu'en fait, ils ont permis à Apple de démarrer, au fait, et de devenir ce que Apple est devenu aujourd'hui, en fait. Donc, l'organisation a réussi. Et la réussite de l'organisation, pour moi, dans le business, prime toujours, en fait. Si je fais primer mon gain immédiat à court terme, moi, je risque de faire perdre l'entreprise. Ton gain en tant qu'individu. En tant qu'individu, ouais. Et ça, en fait, je le lie à l'incompétence parce que des fois, on aimerait couvrir l'incompétence, on aimerait nous briller plus nous, en tant que personne, plutôt qu'en tant qu'organisation, en fait. Et ça, c'est très complexe. C'est super complexe à défendre parce que finalement, un employé, c'est la notion de marque, c'est la notion de pouvoir adhérer à un concept auquel on croit. Donc, les employés, en fait, c'est pas si difficile à ça que défendre. Je dis ça, mais aujourd'hui, on sait que les employés sont de plus en plus sensibles à la notion de valeur, qui veulent faire un travail qui a du sens. Et donc, du coup, on peut clairement imaginer, en fin de compte, que ça a un lien avec ça. Les gens n'ont pas juste envie de travailler pour eux. Ils n'ont pas juste envie de travailler pour leur petit succès personnel, mais ils ont envie de travailler pour un bien commun plus grand, en fait.
Donc, finalement, tout ce que je suis en train de raconter là peut se résumer simplement par ça, en fait. Donc oui, toutes ces organisations agiles et ces notions, cette méthodologie-là où l'échec fait partie finalement du processus, il est important, mais il ne permet que rarement l'incompétence. Si on revient à ce dont on parlait avant, quand il y a des erreurs qui ont été commises, voilà, pouvoir accepter qu'on les a fait et puis pouvoir demander pardon. Est-ce que toi, tu encourages tes collaborateurs à être dans cette dynamique-là? Est-ce que tu l'encourages seulement en donnant l'exemple comme ça de temps en temps, en disant oui, je me suis planté, et puis que cet exemple en fait a un effet. Si tu es celui qui dirige l'organisation et puis que tu montres cet exemple-là, ça va être intégré par les collaborateurs. Est-ce qu'il y a d'autres moyens de faire en sorte que ça soit intégré? Je l'impose pas. Je l'impose pas à. Ouais. Je pense pas qu'il faut l'imposer. Je pense qu'il y a des personnalités très très différentes. Tu m'entends encore? Ouais. Oui. Je t'entends. Non, je suis pas pour l'imposer au fait. Sans l'imposer, mais l'encourager peut-être. L'encourager, ouais. Bon, en tout cas, c'est sûr qu'on a eu des meetings où très clairement, tout d'un coup, on apprend une mauvaise nouvelle d'un client. Et je demande de but en blanc, je dis, mais il s'est passé quoi en fait? Au début, on sent que les réponses sont très… Voilà, il y a la frustration qui se mélange avec la peur finalement d'être jugé. Et donc, en posant des questions très honnêtes, en disant, et très simple, en disant, mais je veux pas savoir qui s'est trompé, je veux juste savoir qu'est-ce qui s'est passé au fait. J'aimerais juste comprendre les choix, les hypothèses qui ont été faites, sur quelle base elles ont été faites et émises. Et puis, qu'est-ce qu'on apprend de ça en fait? Oui. Je déteste être personnellement aimé. Ça se porte autant moi quand je dois arriver devant les 22 collaborateurs, 25 collaborateurs pour dire je me suis planté, je suis désolé, que de mettre des collaborateurs dans cette situation, d'être un peu dans cette sorte de nourrir finalement ce sorte de moment insupportable d'honte ou de problématiques qui pourraient venir parce qu'on a mal fait quelque chose. Donc j'aime pas nourrir ça. Mais j'aime bien me focaliser sur la problématique, de comprendre. Et l'objectif pour moi, il est chaque fois de créer la confiance dans ces situations-là. C'est de rappeler aux collaborateurs de dire attends, juste et c'est les discussions que j'ai eues encore récemment, de pouvoir vraiment dire, mais ouvertement, but en blanc, c'est de dire écoute, si tu as peur, c'est que parce que tu t'es trompé, je vais te virer, tu te fourres le doigt dans l'œil. Parce que maintenant, j'ai le choix magique de pouvoir avoir un collaborateur, un employé qui a appris quelque chose et qui pourra le partager à d'autres personnes et donc, par définition, avec une valeur plus grande. Donc, te licencier maintenant, c'est la pire des choses à faire. Oui. Et ça me traverse même pas l'esprit parce que dans cette configuration-là, il faut pas avoir cette crainte-là. Donc, il faut, des fois de manière un peu trash, peut-être un peu, alors moi, c'est un peu ma signature. Des fois, je suis très honnête et très posé et puis je dis, écoute, voilà, appelons un chat, posons les faits sur la table. Puis une fois que tout est sur la table, je suis très sensible et très à l'écoute des discussions. Puis je peux, durant une discussion, commencer en disant voilà, mon point de vue, c'est ça. Puis en fait, finalement, en écoutant tout le monde, je dis en fait, finalement, mon point de vue, il n'est pas si juste que ça, il faut que je le réajuste. Donc, le but, c'est pas d'imposer ça aux gens, mais c'est de les mettre en confiance pour qu'ils puissent dire tu sais quoi, je me rappelle qu'à un moment, dans ce meeting-là, moi, j'ai compris ça et j'ai pris cette décision-là. Ah, ok. Et qu'est-ce qui t'a permis de prendre cette décision? À cause de ça et ça et ça. D'accord. Bon, alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter que ça se reproduise ou comment est-ce qu'on peut… Voilà. Très souvent, la question qui vient pour moi derrière, c'est comment pouvons-nous? Voilà, c'est le how might we du design thinking, de dire, ok, on a une problématique, on comprend la problématique, on a des pistes de solutions qui arrivent et très rapidement, on va poser des questions pour dire, bon, ok, dans quelle direction on peut brainstormer maintenant pour réfléchir ensemble, pour créer une solution commune qui répondent à cette problématique-là. En fait. Donc, très vite, on arrive sur OK, comment est-ce qu'on pourrait faire ça? Ou comment on pourrait mettre en place un processus pour éviter que ça se reproduise, en fait. Et donc, cette formulation du How might we fait aussi que c'est inclusif, tout le monde est ensemble, il n'y a pas un coupable. On demande à toute l'équipe de réfléchir à une problématique
problématique qui pourrait peut-être arriver d'une seule personne. Donc bref, voilà, il y a un côté comme ça où on inclut les gens. Je dirais pas que ça marche à tous les coups et je dirais pas que tous les collaborateurs du coup se sentent dans une confiance absolue pour pouvoir entreprendre les mêmes démarches que moi. Et je pense qu'à quelque part, c'est frustrant pour moi, mais je ne peux pas l'attendre des collaborateurs. Non, on ne peut pas l'imposer, ça c'est clair. Ouais. Je dois accepter le fait que peut-être certains collaborateurs auront fait une bêtise et ils se sentiront pas dans le devoir de demander pardon. Voilà. Ok. Je peux pas leur en vouloir pour ça en fait. Ce serait tordu de ma part. Ce que moi j'aime beaucoup, c'est de pouvoir poser des discussions entre collègues très honnêtes, très posées et sans accusation, vraiment où on arrive à dire mais là, ça n'a pas joué, au fait. Pourquoi ça n'a pas joué? Et de pouvoir avoir une discussion avec des gens qui ne se sentent pas tout le temps visés, au fait. Oui. Et ça, de nouveau, on revient sur la question qu'on avait tout au début de la discussion. Comment est-ce qu'on fait pour que le collaborateur se sente bien, qu'il soit dans un bon équilibre, qu'il se sente dans une zone de confiance? Parce qu'avoir des discussions très honnêtes comme ça de comment aborder certains sujets sans que les gens se sentent accusés ou visés ou remis en question, en fait. Ouais, c'est très dur. C'est un jeu d'équilibre. Ouais. Voilà. Si vous avez des questions ou des remarques par rapport à ce qu'on a abordé dans cette vidéo, vous pouvez laisser un commentaire ici en dessous. Et il y a 2 autres vidéos de cette discussion. L'une sur la place de l'humain dans les organisations et l'autre sur ce que Serge amène réellement aux clients en termes de réflexion et de changement de perspective. Vous les retrouverez dans la playlist Interview. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et maintenant, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. C'est le petit bouton rouge ici en dessous. Et partagez ces vidéos sur les réseaux sociaux. Passez une très bonne journée. À très bientôt.